Bonjour Wesley, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Ça va? Toi? Est-ce que tu peux te présenter pour commencer déjà? Qui tu es? Wesley Bendal, Universal Audio. Ça fait 14 ans que je bosse dans la boîte. Je m'occupe en fait, j'ai un titre de spécialiste produit sur la France, mais je m'occupe pas mal de revendeurs, des studios, des artistes, un petit peu de la distribution en Europe. Voilà, c'est un peu multifonction. Voilà la position que j'ai chez Universal Audio. Background plutôt assez classique, comme tout le monde qui vient de ce milieu-là. Dans la musique, faire du studio, chez des distributeurs, ingénieur du son, classique quoi. Tu joues un instrument ou quoi Ouais. Ouais, tu joues quoi? Guitare, basse, batterie, Guitare? clavier, un Cool, peu, un peu tout ça, ouais. cool, cool. Comme Mm. tu peux le voir, on a les sphères aujourd'hui. C'est très bien, c'est pour ça que ça sonne très bien. La qualité est excellente, hein. Excellent. Au retour, c'est très Oui. cool. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire du AD, la philosophie de l'entreprise Ouais. en quelques mots? En fait, Universal Audio, c'est une boîte qui a été créée par Bill Putnam en 1958. Et il a eu une histoire hyper intéressante. C'est pas juste un gars qui a créé la marque Universal Audio, c'est un gars qui était ultra impliqué dans l'industrie de l'enregistrement et du mixage en règle générale. Il a apporté énormément de choses comme comme l'EQ multiband, comme la reverb artificielle, comme les auxiliaires, les send et les return qu'on trouve sur des tables de mixage aujourd'hui qu'on utilise. La stéréo, il a aidé à développer la stéréo avec Les Paul. Il a eu plusieurs marques à son actif aussi. Donc en fait, Universal Audio vient de là, sur les fameux compresseurs et la 2A 1176 que tous les studios commerciaux ont aujourd'hui. Et petit à petit, en fait, lui, il est décédé en 1989 et c'est son fils, 10 ans plus tard, qui est l'actuel patron d'Universal Audio aujourd'hui, qui s'appelle Bill Putnam Jr. Il a décidé de relancer la boîte, mais d'une façon un petit peu différente, toujours en gardant la philosophie de l'analogue, Ok. mais en créant des choses à base de DSP, notamment les UAD. Donc, c'est-à-dire les DSP, c'est quoi? C'est des petites puces qui calculent en fait les plugins qu'on va appliquer sur le dos. Donc, au lieu que ce soit le CPU de l'ordinateur qui les prend en charge, ce sera Ça ce sera soulage le la DSP. ressource, quoi. Et Ok. donc, il a commencé à développer ça tout en continuant à développer de l'analogue que son père avait déjà commencé à faire. Donc, ce qui s'appelait l'UAD1, ça durait quand même pas mal de temps, ça durait 7-8 ans, je crois, l'UAD1. Ok. Donc, c'était des éléments de mixage qu'on utilisait pour les productions en Do. Par la suite, il y a eu l'UAD2, donc en 2007, donc c'était concrètement ça faisait la même chose, mais d'une façon beaucoup plus puissante et beaucoup plus stable. Et donc tout d'un coup, on pouvait mettre plein de plugins sur un mix. Et là, ça commençait à devenir réellement intéressant et on pouvait les cumuler, etc. Donc on pouvait quand même avoir des gros systèmes en studio au niveau du mix, sur du DSP déporté, qui était hyper intéressant. Et puis après, là où c'est vraiment devenu très intéressant, c'était, je crois que c'était en 2012 ou 2014, on a sorti les premières Apollo. Et en fait, là, non seulement, c'était des interfaces avec des cartes son, des interfaces avec des préamps micro, avec des convertisseurs assez haut de gamme, à la base qui était sorti en Firewire 800, parce que c'était le protocole de l'époque, qui embarquait une UAD2 à l'intérieur. Donc il y avait du DSP à l'intérieur. Sauf que l'avantage, c'est qu'on pouvait enregistrer directement à travers ces interfaces, donc à travers le DSP qui était inclus, donc l'UAD2, avec des plugins en insert sans aucune latence, donc à 1 milliseconde de latence en 96 kg, analogue à analogue. Donc là, ça devenait sérieux. Non seulement le DSP continuait à être utilisé pour le mixage, mais aussi le DSP était utilisé pour l'enregistrement direct. Et en fait, c'est la façon dont a été designé l'Apollo qui était plutôt assez révolutionnaire. Et depuis, on a eu d'autres gammes d'Apollo, des renouvellements d'Apollo, donc toujours en ayant des convertisseurs de mieux en mieux, des technologies au niveau de la préamplification. Donc on peut enchaîner les Apollo entre elles pour avoir plus de DSP, tu nous expliquais hier. Ouais, donc en fait, sur un système, quand tu crées un système, si tu achètes une Apollo, tu te crées un système sur le site d'Universal Audio. Et dans un système, tu as le droit jusqu'à 6 machines. Donc ça peut être un mélange de, par exemple, 4 Apollo et 2 UAD. Et tout ça, ça peut être chaîné uniquement
avec un câble Thunderbolt. Excellent. Donc là où ça devient intéressant, c'est que non seulement tout est cloqué avec le câble, tout l'audio passe par le câble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on cumule donc tous les DSP ensemble. Donc ça fait vraiment des gros systèmes d'enregistrement et de mix avec les plugins et tous les entrées-sorties. Donc on peut avoir 64 in, 64 out sur des... Voilà, si vraiment on fait des grosses sessions, on a la possibilité de le faire. Et voilà, et tout ça, on peut bénéficier bien évidemment des plugs UAD pour lesquels on est assez connu. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a les pédales guitare, les UAFX qu'on a lancé il y a quelques années. D'ailleurs, c'est quoi le principe pourquoi vous visez plus une clientèle de guitaristes là ou... Ah bah l'UAFX c'est clairement ça, c'est des soundbox de guitare. Élargir votre... Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que dans la boîte, on a tous une philosophie, on est tous des musiciens, que ce soit des un amour de la musique, des mecs qui font du rock, d'autres qui font de l'urbain, d'autres qui font du classique, du jazz, c'est un gros mélange de tout. Donc on essaye de créer des outils pour un peu tout le monde. Et notamment, on pense que... Parce qu'on avait déjà sorti quelques plugins de guitare qui ont vachement plu. Et là, on s'est dit, ce serait génial si les guitaristes ils pouvaient utiliser notre matos sur scène sous format Stonebox, etc. Et donc, on a lancé les Stonebox et ça marche plutôt pas mal. Ouais. Et justement, c'est assez impressionnant parce que là, par exemple, on a la UAFX qui reprend le 1176 ou par exemple une Reverb Heavenly. Comment vous faites pour retranscrire un hardware avec une telle précision dans une petite pédale Ah bah là c'est la compétence des product managers chez nous qui arrivent à le faire. Et après concernant par exemple, il y a certains modèles dont tu viens de citer, le 1176 ou le LA2A. Là c'est des algorithmes parce que si tu veux les pédales sont des pédales numériques et vu qu'on a déjà les plugins. Donc les 1176, les LA2A, etc. C'était beaucoup plus simple que de commencer à zéro. Mais il y a certaines pédales, effectivement, où on a vraiment créé le truc de A à Z. Alors comment elle a fait, j'en sais rien parce que c'est pas moi qui développe. Mais en tout cas, je sais que c'est vachement time consuming, comme on dit. On a vachement, ça a pris beaucoup de temps. Chronophage. Ouais, exactement. Ça a pris énormément de temps et je crois qu'aujourd'hui, on a une 22 pédales, je crois, actifs. Donc, il y a de tout. Il y a des simulateurs d'ampli plutôt assez classiques, que ce soit du Marshall, Fender, du PV, etc. Du Vox, un C30. Et on a autant, comme tu dis, le Heavenly, des reverbs, des delays, des compresseurs. Donc, on a un peu des outils, tous les outils nécessaires pour le guitariste pour faire une pédalboard au complet. Voilà. Toi, en tant qu'ancien guitariste, ça doit te toucher de... Ah, moi, je trouve que c'est génial. Tu dois être vraiment fier. Hein. Non, ouais, je trouve que c'est très bon produit. Moi, j'adore les outils, tous les outils qu'on a, que ce soit les Apollo, que ce soit les UAFX, que ce soit les micros, donc les micros ultra haut de gamme ou même les sphères qu'on est en train d'utiliser. Je trouve qu'il y a une technologie assez incroyable. Et puis, ça répond à toutes sortes de musiciens et de producteurs. C'est pas visé à une certaine catégorie de personnes. C'est ultra ouvert. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde utilise notre matos d'une façon totalement différente. Quand je vais dans les studios avec des beatmakers qui sont blindés d'Apollo, etc., et ils les utilisent avec les UAD d'une façon complètement différente à celui qui fait du rock'n'roll dans son garage ou le studio commercial qui fait de l'orchestre symphonique en 24-96. Donc c'est hyper varié. Et en fait, je dirais le gros avantage, c'est que c'est ultra facile à utiliser aussi. C'est assez intuitif. Et vous n'avez pas même une typologie de clients que vous visez en particulier. C'est vrai que c'est assez accessible pour tout le monde, autant du home studio comme un gros studio professionnel. Complètement. Donc c'est un écosystème qui relie un peu tout le monde. Donc carrément. C'est vachement top. Ouais, c'est vachement bien. Est-ce que tu peux nous parler de Luna, l'interface d'enregistrement Oui, qu'est-ce que tu veux savoir de ça? S'il y a des mises à jour à venir, même il y a comment toujours des mises à jour. Un peu l'interface. En fait, c'est un logiciel qu'on a créé chez nous il y a quelques années. Il y a constamment des updates, constamment des nouvelles choses qu'on peut faire dessus. Je veux dire, si on compare la version de Luna aujourd'hui à celle qui était sortie il y a quelques années,
Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'interface déjà est beaucoup plus agréable à utiliser. On peut faire beaucoup plus de choses. En fait, on développe en apprenant aussi. Ouais. Parce que nous on estime que on doit répondre aussi à un marché et que on écoute vachement les musiciens. On écoute vachement les producteurs, les ingénieurs du son, les musiciens qui nous utilisent pour pouvoir upgrader. On n'est pas là, on n'est pas une entreprise en train de dicter la façon dont nous on voit les choses. Et bah, vous utilisez ça ou pas, voilà. Ouais, je vois totalement. On n'est pas du tout dans le côté dictatorial du produit. On est plutôt dans, ok, toi en tant que producteur, toi en tant que musicien, qu'est-ce que tu aimerais bien voir sur notre plateforme? C'est vraiment Et en l'écoute quoi... et vous adapter Ouais. quoi, en cahier des charges. Bah, ouais, on est sur le marché, on est sur le terrain. Je veux dire, moi, je suis constamment dans les studios, je suis constamment avec des artistes, Ça fait en toute train la de voir différence. en train de voir comment ils bossent, etc. Et puis, s'il y a des choses qu'ils réclament, bien évidemment, je remonte ça là-haut. Et puis, on bosse dessus. Et même dans Luna, il y a un petit truc qui s'appelle Help. En fait, si tu as une idée dans Luna, bah, t'envoies directement et le message il arrive directement chez c'est nous. excellent Ah ça. ouais, ouais. C'est Tu très peux cool. remonter directement l'info, toi en tant que consommateur. Donc t'as pas besoin de passer par un gars comme moi pour remonter C'est bien. En fait, pour aux vraiment gars avec qui je participer bosse. aux utilisateurs quoi. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est Bah très oui, cool. c'est ça. Et c'est vachement écouté ça. Il y a des choses qu'on a développées grâce aux consommateurs, hein, grâce aux utilisateurs, hein, et où on n'avait pas forcément eu l'idée. Et on l'a développé parce qu'on a eu pas mal de demandes et à la base, on ne l'avait pas vu. Donc on est constamment en train d'écouter l'industrie de la musique, ce qu'a besoin l'industrie de la musique aujourd'hui. C'est la meilleure manière de faire, parce que c'est eux qui rencontrent des problèmes et qui l'utilisent au final. Donc, Bah oui, c'est ça. non, Ouais. mais c'est très cool, très Ouais. cool. Et quel produit a été game changer vraiment en Europe, qui a propulsé la marque Oh, l'Apollo. C'est l'Apollo. Ouais. Parce qu'en fait, oui, c'est l'Apollo. Je dirais que bon, UAD, ça a bien évidemment eu un rôle parce que tout d'un coup, on était en partenariat avec des marques comme Nive ou comme d'autres marques assez connues, je veux dire les Fairchild, même nos compresseurs, nos LA2A, nos 1176, etc. On pouvait les avoir en plugin pour faire des mix. Donc ça déjà, et on pouvait en mettre, par exemple, on pouvait mettre 5-6 LA2A sur un mix. Tandis qu'un LA2A en hardware, c'est un compresseur à lampe mono qui coûte 5 000 €. On le met sur une piste, quand on mixe, et basta. On ne peut pas l'utiliser une deuxième fois. Ouais. Et là, tout d'un coup, on pouvait utiliser 5, 6, 7, 8, plein de plugins sur un mix. Donc ça, c'était quand même ultra bien reçu. Et donc, beaucoup de gens ont commencé à s'équiper du AD. Et par contre, ça restait des éléments de mix, comme je disais hier. Parce que si on décidait, parce que c'était des plugins qu'on insérait sur du Pro Tools ou sur du Logic ou sur un DAW tout simplement, et donc on n'allait pas pouvoir prendre le signal, l'enregistrer directement sans avoir de latence, c'était pas possible. Donc en tant qu'élément de mix, c'est pas grave, un peu de latence, c'est pas dérangeant. Par contre, quand on enregistre, on peut pas se permettre en tant que batteur d'avoir une latence sur la caisse claire ou voilà, on peut pas se permettre. Même si on peut quantifier maintenant, on perd l'essence même du jeu, quoi. Donc, exactement. C'est exactement ça. Et donc, c'est pour ça que je reviens au game changer, comme tu dis, l'Apollo. Quand c'est arrivé, le fait qu'on pouvait faire ça directement à travers des plugins sans aucune latence, en 96 kg sur 16 pistes avec des dizaines et des dizaines de plugins sur chaque piste, donc 4 inserts par piste. Et là, avoir une latence quasi zéro, là c'était fou. Mais c'est exceptionnel. Et même les gens dans le live l'ont adopté, même si c'était pas dédié au live à la base. Les artistes qui faisaient des petites salles disent pourquoi je prendrais pas ma Twin, je mets un Neve de 1073 plus un compresseur LA2A, j'ai pas de latence, je mets une petite reverb, un petit Lexicon 224 et bah oui, il a son petit système qui tient dans le sac. Et un système ultra qualitatif, parce qu'il n'y a pas que des plugins, mais il y a aussi la qualité des préamps. Et ça, les préamps, on connaît parce qu'on est là depuis 1958 et on a développé pas mal de choses au niveau de la préamplification. Donc on a des super préamps, on a des super convertos, on a des super plugins et tout ça sans aucune latence. C'est mortel. Ah ouais, c'est mortel. C'est hyper cool. Ouais. Alors, franchement, c'est cool. Ouais, comment t'en es venu à travailler à UAD alors? Comment t'as découvert la marque? Ça s'est fait comment que t'intègres l'entreprise? Tu veux savoir un peu mon parcours? Ouais, c'est ça? Carrément. Tout le monde veut savoir, je pense. Parcours. Bon, je te l'ai fait depuis le début alors.
Je suis né en Angleterre, je suis né à Londres. Ok. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Et j'avais toujours été baigné dans le milieu parce que mon père, qui est encore en activité aujourd'hui, il était chef ingénieur de Abbey Road à Londres jusqu'en 93, donc pendant 17 ans. Abbey Road. Et il a décidé, donc si tu veux, quand j'étais gamin, pour aller voir mon père, c'était passer des week-ends à Abbey Road. Lui, il bossait, moi j'étais dans la salle de jeu, quoi. Donc ça, c'était un peu tous mes week-ends. Jusqu'à temps que, maintenant il est freelance, donc il continue à bosser dans tous ses studios, mais en tant que freelance. C'est un gars qui est spécialisé pas mal dans l'orchestre symphonique. Okay. Donc il faut les gros studios pour enregistrer de l'orchestre symphonique. Jusqu'à preuve du contraire, on ne fait pas ça dans la chambre encore. Avec une Scarlett. Ouais, c'est ça, on ne fait pas ça pour l'instant dans une petite pièce du salon. Donc j'ai grandi en Angleterre, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Je suis retourné en Angleterre à l'âge de 20 ans pour faire mon master d'ingénieur du son et de musique, technologie musicale. Je suis revenu en France pour bosser en studio à Paris. Tu l'as fait où ton master dans une école une école dans le nord de Londres, je crois que ça doit plus exister maintenant. Ouais, ça doit plus exister. Dans le nord de Londres, à Islington, pour être exact. Et donc je suis revenu en France pour bosser en studio. J'ai bossé dans plusieurs studios à Paris. Et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. J'avais pas cette liberté que je souhaitais avoir au niveau des projets parce que j'étais pas à mon compte, je bossais pour un studio et donc je dépendais des projets qu'on m'amenait. Tu avais beaucoup de directives, tu pouvais pas t'exprimer artistiquement même dans ta manière de travailler. Non, et franchement, les projets que j'avais, c'était la merde. Ah ouais. et donc je finissais par bosser 15 heures par jour sur des projets qui m'intéressaient absolument pas. Et j'avais pas comme dans beaucoup de studios, j'avais pas de lumière du jour. Je bossais 15 heures par jour, je bouffais de la merde, je dormais sur un canapé. Donc au bout d'un moment, je me rendais malade. Et j'avais aucun plaisir du métier. T'as même pas le plaisir pour te maintenir, quoi. Non, il n'y avait rien. Malgré que les conditions étaient non, rudes, j'avais complètement... Je dirais, j'avais idolâtré le métier, j'avais idolâtré ce que j'avais vu chez mon père. Mais le truc, c'est que moi, je suis pas mon père. C'est à Béraud, en plus. Donc, j'avais pas le même parcours et ça me plaisait pas. Et donc, après ça, je me suis retrouvé à bosser dans un magasin qui était super, à Pigalle, qui n'existe plus. Un magasin de home studio, rue de Douai, à Pigalle. Et c'était vraiment cool, c'était vraiment sympa. C'était à l'époque où Pigalle était hyper sympa. Il y avait une vraie vibe et une ambiance, c'était génial. Et pendant 4 ans après, j'ai bossé chez un distributeur qui s'appelait Jukebox, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui non plus, mais c'était super ça aussi, parce qu'on avait des meilleures marques de France. Pas de France, mais on était le distributeur qui distribuait les plus belles marques en France en tout cas. On avait Universal Audio, Rupert Neve Design, SSL, Manley, Royer, AEA, Microtech Geffel, George Massenburg, donc GML, les distresseurs. On était une petite équipe, on était 5 et on avait vraiment des super marques. Et donc là, pendant 4 ans, moi j'ai navigué un peu partout en France. Et pour aller voir les clients, donc les magasins qui vendaient nos produits, et des studios, faire des démos, faire des masterclass en studio, mais avec le matos qu'on distribuait nous. Et 4 ans plus tard, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de l'industrie de la musique. Parce que je connaissais que ça depuis ma naissance. Et l'industrie de la musique, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et voilà, donc j'ai quitté Jukebox pour faire des études en œnologie. Donc rien à voir. Je sais pas du tout. Le vin. Dans le vin ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, je suis un gros passionné de vin. Ok, excellent. Ouais. C'est un peu ma première passion. Ça donne des idées pour la musique. Je trouve que c'est assez similaire en fait. Ouais. Bon, on va peut-être pas philosopher là-dessus trop longtemps, mais je trouve que c'est assez similaire au niveau du ressenti, au niveau de l'art en lui-même. Je trouve que c'est d'ailleurs très similaire. Mais pendant que je faisais mes études, vu qu'on distribuait Universal Audio chez les Jukebox, je connaissais bien Universal Audio parce qu'on était leurs clients et on bossait plutôt pas mal et je représentais plutôt pas mal la marque et je savais exactement parce que j'avais un background d'ingénieur du son.
Et donc, quand j'ai quitté Jukebox, il y a Universal Audio qui m'ont rappelé. Ils m'ont dit, bon, écoute, on aimerait bien que tu bosses pour nous. Et il n'y avait pas encore d'équipe européenne. Il y avait juste un gars en Angleterre qui gérait l'Europe. Mais tous les patrons, la boîte est aux États-Unis, du côté de Santa Cruz, en Californie. Et je trouvais que c'était quand même une bonne opportunité. Et ça, c'était quand on avait l'UAD2. Donc, on n'avait pas encore l'Apollo. Et donc, j'ai dit oui. Et j'étais tout seul en Europe, un peu à tout gérer. Donc, je voyageais beaucoup trop. Mais j'étais tout seul en Europe, vraiment à tout faire. Et petit à petit, on a développé l'équipe européenne. Donc, qui reste petite, mais maintenant, il y a une structure plus clean, je dirais. Donc, on a des gars en Angleterre. On reste petite structure en Europe. On est 14 en Europe, y compris le comptable, y compris le gars qui gère l'administration. C'est une petite équipe, effectivement. Pardon ? 14, oui, c'est vrai que c'est une petite équipe, mais... Ouais, c'est petit, c'est tout petit. On doit être, comme je disais hier, dans les 230 ou 240 aux États-Unis. Donc, mondialement, on est dans les 250, 260. Donc, ça reste une petite structure. Mais ce qui est génial dans cette structure, c'est que tout le monde, y compris le Big Boss, donc Bill Putnam, tout le monde est musicien. Tout le monde, soit est ingénieur du son, soit musicien, soit fait de la prod, soit est beatmaker, soit est batteur, donc c'est là où peut-être c'est vrai qu'on a du succès, mais je pense que ça joue aussi sur le fait qu'on parle aussi exactement la même langue que les gens qui nous utilisent. Et donc on comprend. Comprenez leurs besoins et on comprend. On n'est pas en train de se questionner sur mais pourquoi il veut ça, je comprends pas. Je dis on sait de quoi il parle. On dit, pas uniquement une marque, il y a un réel intérêt de reproduire avec précision. Oui, et puis de répondre aux besoins directement au producteur qui lui tous les jours il est dans son studio. C'est ses outils de travail en fait. C'est même si c'est pour tout le monde un métier dans lequel on a beaucoup de passion et d'engagement, ça reste un travail et on a besoin d'outils pour bien travailler. Et nous, si on peut répondre à ça, c'est super. Voilà un peu mon parcours. Voilà. Et c'est pour ça, donc ça fait 14 ans maintenant que je suis chez Universal Audio. C'est un sacré parcours, c'est un beau parcours. Et c'est une aventure et c'est super parce que constamment il y a des choses qui se passent, constamment je suis en relation avec des studios, des artistes ou des élèves, tu vois, des étudiants comme toi, comme vous. Et c'est génial. Parce qu'on découvre aussi le changement bien sûr. de l'industrie de la musique, le changement des besoins des gens, le changement de plus en plus vite en plus. Ça va vite, c'est pas forcément les mêmes demandes, c'est pas forcément les mêmes façons de bosser. Et moi, tu m'aurais parlé du beatmaking et de l'urbain il y a 7-8 ans. Moi, c'était du rock'n'roll. Et voilà, mais aujourd'hui, bien que je connaissais le milieu hip-hop des années 80 aux États-Unis, où j'étais passionné, mais je ne connaissais pas réellement l'industrie de l'urbain aujourd'hui. Et maintenant, je vois exactement comment ça marche. Et en fait, c'est fascinant. Tu rencontres des gens fascinants. Et ce n'est pas juste des gars derrière un ordinateur qui font des beats. Non, c'est des gens qui savent exactement où ils veulent aller, qui sont ultra talentueux. Et je reconnaissais peut-être pas tous ces talents avant. Et donc voilà, je trouve que c'est super. J'apprends tous les jours et c'est top. C'est cool. Et ce métier me permet de le faire, d'apprendre tous les jours. C'est ce qu'on veut, au final, c'est toujours en apprendre. C'est nul de s'enfermer dans une boucle et de ne plus s'ouvrir à autre chose. Donc, justement, comment tu vois l'évolution de l'entreprise là pour la suite, pour les 5 à 10 ans à venir? L'entreprise, je vois qu'elle évolue, je suis hyper optimiste et enthousiaste par rapport à ce qui va arriver. L'industrie de la musique, je suis optimiste aussi, mais c'est peut-être pas ça rejoint peut-être pas les valeurs de base que j'avais. Parce que comme tu viens de l'indiquer, ça va super vite, on prend plus le temps. Tu parles de l'IA par exemple ou... Alors l'IA, je vais te dire la vérité, j'ai pas de grandes connaissances sur l'IA. Donc j'ai juste, j'entends ce qui se dit. Je me suis pas réellement renseigné dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur? Oui, mais je pense qu'on a peur de ce qu'on connaît pas. Et oui, ça me fait peur. J'ai peur de voir des choses extrêmement médiocres, soi-disant artistiquement. Mais peut-être que ça va être une aide incroyable. J'en sais rien. J'ai pas vraiment d'opinion parce que je connais pas plus que ça.
Et du coup, est-ce que je suis inquiet? Oui, un peu, mais peut-être parce que je connais pas. On l'est tous un peu. Oui, Ouais. oui, je sais pas. Ouais, peut-être. On verra, hein. Ouais. Et sinon, si tu aurais 3 plugins Oh, à garder et j'ai le droit à 6 chez comme hier UAD, ou allez, 6. Allez, on regarde 6. Qu'est-ce que j'avais dit hier? Il faut que je sois cohérent avec ce que j'ai dit hier. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, en préamp, je prendrai un préamp unisson, déjà, où je peux un peu tout faire. Donc pour moi, ce sera un 1073 Nive. Ok. Parce que j'estime que c'est ultra polyvalent, qu'on peut aussi bien enregistrer des cordes qu'une basse, qu'une guitare, qu'un piano. Tout rentre dans un 1073, je trouve que c'est assez fantastique. En compresseur, j'avais dit le Distressor, parce que je suis assez fan. Ouais, le Distressor, je suis fan de ce compresseur parce que pareil, je trouve qu'on peut tout faire. Je trouve qu'on peut vraiment attaquer comme on veut. C'est hyper polyvalent, c'est versatile et on peut être très discret juste à gérer un petit peu la dynamique. J'adore ce compresseur, j'adore le son qu'il a, j'adore la saturation qu'il a. Je trouve que c'est génial. Donc Distressor. Si j'avais quand même dit un petit la 2A. La 2A. Ouais, parce que c'est bien. Parce que c'est bien. Il y a un son que j'adore, c'est doux, c'est agréable, c'est chaud, c'est rond, c'est fluide. Ouais, c'est beau. J'aime bien la 2A, notamment sur des voix ou sur des basses. Je trouve que c'est fantastique. Qu'est-ce que j'avais dit en reverb? Ouais. Ah oui, Sound City. Ouais, j'aime bien cette pièce. Je la trouve super. Je prenais la Sound City. En reverb, une AKG BX20 qu'on a en plugin que j'adore. C'est assez dark comme reverb. Okay. C'est pas utilisable partout, mais par contre, quand on arrive à l'utiliser, à l'intégrer dans un mix, là on est dans la perfection. C'est fantastique. En EQ, j'avais parlé d'un EQ hier, je sais plus. Je crois pas, non. Peut-être parce que j'utilise pas d'EQ. Ouais, pas d'EQ. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas, ça fait 4 plugins là. 4 plugins, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, allez, on va tu peux en rajouter un. C'est vrai? Si tu veux, hein. Le plugin bonus. Le plugin bonus. Bon, on va prendre un EQ quand même. Ah, j'aime bien, moi, le massif passif de chez Manley. Ok. Qui marche sur un système de Pultec, pardon. Ouais, j'adore le massif passif, c'est doux. C'est un EQ hyper doux. J'aime pas trop tout ce qui est chirurgical. Là. Ok. Ouais, j'aime bien que ça reste doux, un peu arrondi, un peu musical. Ça lisse, ouais, okay, ouais, j'aime bien la douceur. D'accord. Ouais. Donc ce serait ça. Ok. Bah, trop cool. Bah, Wesley, merci beaucoup de nous avoir fait part de tes connaissances et tout. C'est très cool de t'avoir à l'école en tout cas. Et même si Ray Charles a utilisé du UAD, c'est qu'on peut l'utiliser les yeux fermés. Il a utilisé l'Universal Audio, pas de l'UAD. Universal Audio, excuse-moi. L'UAD, c'est les plugins. Ouais, Universal Audio, excuse-moi. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, c'était très cool de t'avoir en interview. Merci. Merci à toi. Parfait.